Intégral Placement, le face-à-face. Face à face aujourd'hui entre Sébastien Corchia et Philippe Béchade qui est tout juste en train de s'installer. Bonjour messieurs. Bonjour Guillaume. Sébastien Corchia, directeur des gestions actions de Mescart, et Philippe Béchade, rédacteur en chef de la Bourse au quotidien et président des Éconoclasses. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Notre CAC 40 très attentiste, toujours Sébastien, plus 0,1%, mais enfin, on reste au-dessus des 4500 points, malgré un indicateur allemand un peu décevant. Ce matin, la production industrielle qui recule beaucoup plus qu'attendu. On tient aussi sur le DAX. Oui, c'est presque un peu surprenant, je vais vous dire. Il y a quelque chose dans cette rentrée, un peu dans cette fin d'été, mais dans cette rentrée qui tourne pas rond à mon sens et que je n'aime pas trop, de marchés qui n'arrivent pas à finalement trouver véritablement un sens, trouver des explications à leur propre mouvement. J'en veux pour preuve peut-être la hausse de vendredi qu'encore beaucoup de professionnels ont du mal à expliquer, ou par exemple les marchés américains qui progressent sur un mauvais chiffre. C'était le cas la semaine dernière, c'était le cas par exemple le 1er septembre sur un mauvais chiffre, se disant que ça va permettre peut-être de ne pas monter les taux, et puis le lendemain qui font l'inverse, en se disant c'est bien finalement qui remonte les taux. On sent qu'il y a un cafouillage complet sur l'interprétation, si vous voulez, à la fois des chiffres. Finalement, un mauvais chiffre américain, c'est une bonne nouvelle. Ça, on a connu déjà ce syndrome-là. Deux mauvais chiffres américains, ce n'est plus une bonne nouvelle, ça commence à devenir une mauvaise nouvelle. Et puis, il va falloir peser combien il y a de mauvais chiffres face aux bons chiffres. Finalement, quelle est la santé réelle de l'économie américaine? On le voit à travers un indicateur, cet indicateur de surprise économique aux États-Unis qui tente à se dégrader. Ça veut dire qu'il commence à y avoir de moins en moins de bonnes nouvelles. Et ça, c'est quand même pas très bon. Un ISM manufacturier désormais en contraction aux États-Unis. Là, oui, et vous avez tout un tas d'indicateurs. Là, on parlait de la surprise, ça veut dire effectivement ce nombre de mauvaises nouvelles par rapport à ce nombre de bonnes nouvelles, mais vous avez aussi d'autres indices de probabilité, notamment de récession à terme de l'économie américaine, qui augmente. Alors ça, c'est normal, c'est des fins de cycle. Il y aura bien une récession un jour. La question, c'est quand. C'est des questions de cycle. Simplement, c'est important dans le débat. Est-ce que la Fed remonte ses taux? Pourquoi elle les remonterait? Quand elle les remontera? Et finalement, est-ce qu'elle va les remonter une fois ou elle les remontera? Et je crois très honnêtement entre nous que personne n'en sait rien. D'où ce cafouillage sur les marchés. Personne n'en sait rien. Pas plus aux États-Unis. Et je me demande même si Madame Yellen elle-même le sait. Et je pense que tout ça explique que ces marchés sont perdus. Alors, on a un peu le même syndrome en Europe. Vous citiez les chiffres allemands. On ne sait pas trop véritablement, quand on lit ce matin les économistes, pourquoi tout d'un coup il y a un trou d'air. On savait que l'économie, par exemple française, avait connu un petit coup d'arrêt au deuxième trimestre. Est-ce que c'est un effet du Brexit? Trop tôt pour le dire. Et tout ça avec des marchés qui ont des comportements un petit peu erratiques. Moi, en tant que gérant qu'on qualifie de long only, c'est-à-dire qui fondamental, c'est pas des comportements de marché qui sont faciles, et c'est pas des comportements de marché que j'aime beaucoup. Ça, à un moment où la volatilité est au plus bas, c'est-à-dire personne n'a peur, etc., il y a quelque chose qui me gêne dans ce marché. Oui, et il y a un fort risque d'être pris à contre-pied en fait. C'est trop calme là. C'est comme dans les westerns, vous savez, où avant la scène où tout le monde va se flinguer, tout est calme, on n'entend plus que voler les mouches. C'est un peu ça là qui se passe sur les marchés. Vous pouvez le dire comme ça. Je le dirais avec en parlant du VIX ou en parlant effectivement des chiffres ou du côté erratique, si vous voulez, des mouvements quotidiens, de l'absence de volume, par exemple. C'est le calme que vous évoquez. Je pense qu'il faut dans ces moments-là, il faut savoir prendre du recul, attendre un peu et se dire il va se passer quelque chose. Et être prêt à dégainer. Et être prêt en tout cas à agir. Voilà. Philippe, vous les sentez comment, vous, les marchés en ce moment, qui c'est vrai réagissent peu aux indicateurs, qu'ils soient bons ou mauvais d'ailleurs? C'est très étrange. C'est étrange et tellement révélateur. Je vais saisir la balle au bon. Sébastien a déjà très bien posé le décor. Là, il s'agit d'un décor à la Matrix. C'est-à-dire d'un seul coup, la matrice se déchire. Elle se déchire vendredi dernier quand le CAC 40 prend 2,4%, tandis que Wall Street prend 0,4%. Un écart de 1 à 6 entre l'Europe et les États-Unis. Jamais vu, hein. Ça n'a jamais existé. Ce n'est pas possible.
Deuxième impossibilité, prendre 2,4% vendredi avec des volumes inférieurs à ceux de la séance précédente où le marché avait fini flat. Troisième incongruité totale, mais qui montre comment les choses fonctionnent. Hier, on a le mauvais ISM que l'on sait, avec une chute des commandes qui, en plus de ça, est encore 2 fois plus sévère que la contraction du VIX. Chiffre totalement inattendu. On peut pas dire qu'il y a eu un effet de ravissement ou un moins pire que prévu. Réaction de Wall Street hier, plus 0,25. Parce que Wall Street se dit que la Fed va repousser sa hausse. Mais Wall Street se dit rien du tout, mais rien, pas plus que vendredi. On ne se dit rien, c'est juste que c'était programmé comme ça. Hier, on n'avait pas programmé que le CAC 40 perdrait 2,4% sur un chiffre pourri, donc il a fini stable. Vendredi, il n'y avait rien qui puisse justifier 2,4% et on a nettoyé les stops et on a envoyé le marché là où on le souhaitait, tout simplement, puisqu'à Wall Street, en fait, à 14h35, vous avez des gens qui disaient « Ah, 151 000, c'est pas très bon ». Mais d'autres qui vous disaient « Bah attendez, ça sera révisé de 50 ou 60 000, comme d'habitude au mois d'août, donc les chiffres sont forts, donc la Fed peut encore agir, etc. » Le chiffre était totalement ambigu. On a placé le CAC 40 à 4550, c'était prévu comme ça, ça a été fait. On l'a pas fait le matin parce que ça aurait paru suspect. On l'a fait lorsqu'il y a eu un chiffre où on pouvait éventuellement dire « Ah bah tiens, le marché a réagi ». Donc cette inertie de marché, pour vous, c'est de la manipulation. Vous acceptez cette hypothèse-là d'une manipulation? C'est une espèce de Deus ex machina là, qui fait le marché? D'abord, je rebondis sur ce que vous dites. Wall Street pense que finalement les taux vont pas baisser, mais là où est le problème, c'est qu'il devrait plutôt penser à dire est-ce qu'avec ces baisses d'indicateurs, d'ISM par exemple, il n'y a pas un problème à venir prochainement sur les earnings, sur les publications de résultats, parce que je vous rappelle qu'on en est au 4e, au 5e, voire demain 6e trimestre de révision de la séquence. Donc quand vous êtes haut et que vous avez un problème sur vos données économiques, vous avez le droit de vous dire est-ce que je peux continuer à acheter des actions à ce prix-là? La première chose. Est-ce que le marché est manipulé? Je pense pas. Je pense qu'il y a tout simplement. Ah bon? Alors je le dis autrement. Je pense tout simplement qu'il y a d'abord un peu désertion des vrais acteurs de fond et de long terme. Deuxième chose, je ne vais pas dire manipuler, je vais dire administrer. Administrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'omniprésence de ces banques centrales qui injectent des liquidités et que finalement le marché ne peut plus jouer son vrai rôle d'arbitrage en fonction des chiffres, etc. C'est valable sur les actions, c'est valable sur les taux. Je prends l'exemple d'hier, Sanofi par exemple, qui arrive à emprunter à moins 0,05, pour paraphraser Bill Gross, je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, la dette, ça devient de l'actif. C'est quand même un monde de fous. C'est-à-dire que la dette est en train, puisqu'elle vous rapporte, dans le bilan d'une société, ça va plus être du passif, si je caricature. Ça va devenir un actif. Comment voulez-vous, en tant qu'analyste ou en tant que gérant, et plus généralement en tant qu'investisseur, avec des données comme celle-ci, j'arrive à arbitrer normalement un marché? C'est ça. Plus rien n'a de valeur. Ou tout est trop ou pas assez valorisé, mais on n'a plus de référentiel, quoi, en fait. Différemment valorisé, c'est comme si on vous disait, voilà, aujourd'hui il fait 20 degrés dehors, on compte plus en degrés, là, maintenant on va compter en, je sais pas, en Kelvin ou en je ne sais quoi, comment vous faites pour arbitrer les différentes... Et le problème, c'est que ça risque de durer, parce que les banques centrales, on voit que la Fed peine à relever ses taux. La BCE devrait annoncer demain, sans doute, une prolongation de son quantitative easing. Elle a déjà racheté 1000 milliards d'euros de dettes souveraines. Elle ne sait plus quoi racheter, à tel point qu'elle a asséché le marché. Bon, alors du coup, qui va prendre le relais? Comment on va en sortir? Est-ce que ça peut durer sans se terminer dans le mur? Enfin, voilà. Ça, c'est des questions, à mon sens, qui viendront malheureusement, mais qui viendront dans un terme, on peut imaginer un peu loin, 6, 12, 24, 36 mois, je ne sais pas. Sur le court terme, moi j'imagine que Monsieur Draghi va profiter du fait qu'il peut facilement, comme il sait très bien le faire, tenir en haleine les marchés 6 semaines de plus. Alors il va donner quelque chose, il va allonger un peu la durée. On le sait. Mais entre allonger la durée, par exemple, et le fantasme de certains investisseurs qui se mettent à acheter des actions, il y a tout un tas de petites choses.
Très honnêtement, il a tous les moyens de laisser son tour et puis de laisser la Fed faire quelque chose pour les deux. Puis de donner le ballon aussi, la balle aux États quand même, pour pourquoi pas de la relance. On entend de plus en plus qu'il va falloir que les États la s'y mettent. Il faudra trouver un coupable à un moment ou un autre. Ça sera pas la Banque centrale, ça sera l'État forcément, qui aura pas fait son travail, qui aura mal géré. Mais certains États commencent à bouger quand même justement pour relancer tout ça, prendre le relais des banques centrales. L'Allemagne envisage des baisses d'impôts massives après les législatives de 2017, 15 milliards d'euros de baisse d'impôts, nous dit Wolfgang Schäuble. C'est quand même marrant que cette promesse vienne juste avant les législatives. Tiens, si on l'avait fait dès 2014-2015, on se serait peut-être épargné une croissance languissante. Donc là, on est dans le calcul électoral. Et puis le jour... c'est un bon signal malgré tout, surtout en provenance de l'Allemagne. Vous croyez les économes. Moi, je crois que sur ce sujet-là, et je partage parfaitement l'avis de Philippe, c'est que je suis pas un spécialiste de la politique, mais effectivement, il y a un calendrier électoral qui est propice à tout un tas de promesses, même si l'Allemagne a largement les moyens de le faire. Maintenant, ça sera après les élections. Et dites-vous bien qu'à un moment où la cote de popularité de Madame Merkel est en chute libre et à vitesse lumière, je pense qu'il faut essayer de masquer certains sujets sensibles et mettre en avant des réussites. La réussite de l'économie allemande. Est-ce que c'est pas du débat politicien? J'ai plutôt. Si derrière ça se traduit par une mesure économique, tant mieux. Oui, ça fait partie du débat. On est bien d'accord. Il y a un rapport de force politique en Allemagne. On est d'accord. Absolument. Si ça se traduit par en effet une baisse d'impôts massive, ça ira dans le bon sens a priori, non? Après les élections. Oui, c'est sûr. C'est pas pour tout de suite. Philippe. Moi, je voudrais rebondir un petit peu sur le cas Sanofi, parce qu'il est vraiment emblématique et que pour quelqu'un qui s'intéresse à pas grand chose, d'un seul coup, à Sanofi, ça frappe les esprits. Parce que si Sanofi emprunte à taux négatif, je suis assez confiant que le prix des médicaments lui va continuer à augmenter. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que le futur retraité se dit aujourd'hui, si je veux placer mon épargne, qu'est-ce qu'il y a de disponible sur le marché? Sanofi, moins 0,10. Bon, c'est pas grand-chose, mais enfin, on va quand même me prendre un peu d'argent. Puis, à terme, les coûts de la santé, quand on regarde la courbe sur 10 ans, on voit à aucun moment qu'elle a jamais connu le moindre ralentissement. Donc si je me projette dans le futur en me disant passé 65 ans, je commencerai peut-être à avoir des petits pépins de santé, tout ça, ça va forcément me coûter un peu. Donc le calcul que je fais, c'est que l'épargne que je place, on va me la confisquer. Et que à la sortie j'aurai plus de frais, même si on nous invente des indices, des prix complètement bidons où il n'y a jamais d'inflation, mais pour dans la vraie vie, celui qui reçoit son salaire ou sa pension de retraite, il voit bien que son pouvoir d'achat baisse. Voilà, donc entre la fiction statistique et la réalité, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, puisque l'argent que je place ne fait plus de petits. Et que derrière, les frais que j'aurai à subir plus tard, eux, vont continuer à augmenter. Je regarde la courbe, ça, c'est assez éclairant. J'achète des actions. Mais non, je suis obligé d'épargner davantage. Je suis obligé de mettre davantage d'argent de côté. Donc, je suis obligé de sacrifier aujourd'hui ma consommation. Quant à acheter des actions, au prétexte qu'elles ont du rendement, on nous les vend aujourd'hui comme des obligations. Mais demain, avec le ralentissement qu'on observe en Allemagne, aux États-Unis, demain, il n'y a pas le dividende attendu. Et puis d'un seul coup, les entreprises peuvent plus racheter leurs titres parce qu'elles sont arrivées au bout. Il y a pratiquement plus de titres sur le marché et dans l'entreprise. Il n'y a plus que le PDG, la secrétaire et le chargé de communication. Bon. Les actions, c'est pas une garantie. C'est pas parce qu'on va vous servir 3% de rendement pour les 2 prochaines années où j'ai un peu de visibilité, qu'à la sortie, j'aurai forcément 3% sur 10 ans, et que surtout, au bout de 10 ans, l'action que j'ai payée 100, je la reverrai à 100. Si ça se trouve, et on l'a vu avec le Brexit, en quelques secondes, vous pouvez perdre 5, 6, 7 ans de rendement sur un trou d'air dans le marché. Donc c'est une escroquerie intellectuelle permanente de nous vendre les actions comme des obligations et un produit de rendement. Quant aux obligations... Tant que vous ne les avez pas vendues, vous n'avez pas perdu en même temps. Non mais le jour où Alcatel est passé de 70 € à 4 €, vous n'avez pas vendu, pas perdu. Enfin, n'empêche que quand vous avez payé 70, vous avez toujours que 6 ou 7 € en poche. Et quant à Sanofi, quelle est la raison de l'acheter aujourd'hui pour un institutionnel? C'est simplement que on espère demain, dans 6 semaines, que Mario Draghi effectivement alimentera la mécanique qui pousse les taux toujours plus bas et le prix des obligations toujours plus haut. Si j'achète quelque chose qui me coûte, c'est simplement parce que spéculativement, j'espère le revendre plus cher. Il n'y a pas d'autre raison. Il faut être complètement idiot pour acheter une obligation qui coûte.
Bon, c'est la question de l'allocation là que pose Philippe Béchade dans cet univers de Toba, et on verra ce que nous annonce ou pas d'ailleurs demain la Banque Centrale Européenne. Vous l'arbitrez comment en ce moment chez Mescart, l'allocation, Sébastien? Vous évitez les actions parce qu'en effet il y a un risque, vous dites le marché est un peu étrange en ce moment, les obligations compliquées aussi, le cash, vive le cash. N'évite pas les actions parce que dans le sens où il y a quand même, d'abord sur les taux, une réelle problématique de rémunération, on vient de le dire, et sur les actions, il y a, je m'inscris pas forcément en vrai avec Philippe, mais il y a un minimum quand même de rendement qui est là, et il y a une dynamique et il y a des liquidités. Simplement, dans une allocation, vous avez l'allocation stratégique et vous avez l'allocation tactique. L'allocation tactique, vous l'avez compris à travers certaines retenues dans mon discours, c'est que le mois de septembre, le mois d'octobre, indépendamment de la saisonnalité de l'historique, le mois de septembre, le mois d'octobre me paraît être un mois où, entre les rendez-vous des banques centrales, les rendez-vous des marchés tout simplement avec les publications qui vont revenir et qui m'inquiètent un peu aux États-Unis au regard des chiffres que l'on a, et puis avec, on a oublié de le dire, le calendrier qui est quand même chargé. Politique, l'Autriche, l'Italie, les États-Unis, les États-Unis, l'Espagne, que le marché pour l'instant a mis dans le placard et il a fermé à clé. Je dis d'un point de vue technique, attention, soyons prudents, et je me demande in fine si ce marché, ça lui ferait pas du bien d'avoir un petit coup de reset. Alors reset, c'est pas moins 20% ou moins 10, mais tout simplement pour un peu reprendre ses esprits et de se dire reprendre les bons réflexes. Il n'a pas les bons réflexes, et quand on sait qu'il n'a pas les bons réflexes, c'est jamais bon. Et là, je parle avec 20 ans de marché. On le sait, ça peut durer un peu, c'est jamais bon. Donc, je suis pas catastrophique. Je dis juste, je n'ai pas envie, et l'absence de volume me montre que le consensus n'a pas envie non plus. Je n'ai pas envie de participer un peu à ce jeu où on ne connaît même pas les règles et on les comprend pas. C'est le cas actuellement. Bon, il y a malgré tout des valeurs en ce moment. On les comprend très bien, elles sont idiotes. Philippe. Mais voilà. Voilà. Philippe, on va vous poser la même question dans un instant. Juste sur les valeurs, il y en a certaines là, qui vous séduisent particulièrement cette rentrée, qui n'ont pas encore comblé le retard ou qui affichent des perspectives de croissance. Alors, qui n'ont pas comblé le retard, c'est peut-être parfois c'est celles qui marchent bien, qui n'ont pas de retard à combler, qui sont les plus intéressantes. Et vous avez eu dans ce sens-là quand même des publications de qualité, malgré le fait que et avec des titres qui marchent bien. Je pense à des FH, à des Vinci. Ça me rassure dans ce contexte et dans ce contexte de Toba. On peut aller sur un Boeing qu'on aime bien également. Donc vous voyez, j'ai plutôt une approche quand même un peu défensive, prudente. Il y a un vrai sujet sur les bancaires qui ont beaucoup monté cet été. Il semble qu'il y ait une nouvelle dynamique sur le sujet. Il y a beaucoup d'arguments pour. Maintenant, je laisse passer ces histoires de banque centrale avant d'y aller de manière plus affirmée, parce que on sait, aux États-Unis comme en Europe, on l'a vu, dès que le dollar monte ou baisse, nos banques montent ou baissent. Dès que la BCE va parler, nos banques, il y a beaucoup trop de volatilité, beaucoup trop de bruit. Donc je laisse un peu mon tour pour l'instant. Philippe, votre allocation, ne pas se renforcer sur les banques, même si elles ont pas mal progressé ces dernières semaines, combler une partie de leur retard, rester sur des valeurs de croissance, quelles sont les bonnes idées? Vous nous disiez, il faut se méfier des actions parce que c'est du faux rendement, ok. Pour ceux qui y sont investis, c'est quoi le conseil? Tout dépend dans quel on va dire, état d'esprit on se place. Pour reprendre ce que dit Sébastien, il y a l'allocation tactique, c'est-à-dire tiens, aujourd'hui je vois qu'il y a un petit foyer de volatilité qui se développe sur un secteur, mettons les banques, hop, je vais dessus. Parce que sinon aujourd'hui il va rien se passer, on va s'emmerder. Donc je vais aller sur ce qui bouge, les banques. Et puis on va construire un discours autour de ça, les marges qui se reconstituent, la Fed qui agit. Bon, finalement elle n'agira pas, mais ça on savait dès le départ qu'elle n'agirait pas. Mais on a quand même pu construire un discours et créer un petit foyer de volatilité. Donc tactiquement, je suis prêt à acheter des banques. De façon totalement spéculative, comme j'achèterais l'émission Sanofi en me disant je la paye 101,50, mais dans 3 mois, si Monsieur Draghi dit ce qu'il faut, je le revendrai 103, j'aurais gagné 1,5, c'est pas mal. Par contre, à long terme, les banques, j'ai pas envie d'en acheter, puisque même les banques elles-mêmes n'en achètent pas. Ce sont bien les banques qui n'achètent pas les valeurs bancaires, les gérants qui pilotent les OPCVM, les compagnies d'assurance et les hedge funds sont tous des super initiés. Eux, quand ils font une allocation d'actifs, c'est pas comme quelqu'un qui dit ah ben moi j'aime bien la Générale de Banque parce que elle a un joli logo et que c'était la banque de mon papa et de mon grand-père.
quand vous avez un hyper initié qui n'achète pas de banque, il sait très très bien pourquoi il n'en achète pas. Donc voilà, il faut avoir ça à l'esprit. Maintenant, on est depuis des mois dans le tactique pur. Puisque le long only, il est chargé déjà, tout a monté, donc c'est merveilleux. Et puis, si on veut faire quelque chose au jour le jour, on est obligé de répondre à tous les stimulus. Alors les stimulus, il y en a qui émergent presque naturellement si d'un seul coup il y a un momentum avec les banques centrales. Et puis il y a d'autres stimulus qui émergent simplement parce qu'on va déclencher un stop sectoriel et puis que derrière tout ça va suivre. Mais il y a des valeurs qui ont des forces intrinsèques. Vous voyez par exemple Michelin qui tient bien cette année, pricing power dans un univers sans inflation, ces valeurs à fort pricing power, elles restent recherchées. Elle n'a pas un fort pricing power, Michelin. Enfin, faut pas rigoler quand même. Mais c'est une très belle entreprise. Mais faut pas me vendre un super pricing power, c'est absolument faux. On est dans un univers archi concurrentiel. Michelin peut pas faire ce qu'il veut. Enfin, faut pas rêver. Donc, il y a un moment, effectivement, où Michelin, où Valeo, où Faurecia redeviendra à la mode. Mais, globalement, regardez combien ça se paye, globalement, c'est énorme. Alors maintenant, mon allocation d'actifs, si c'est tactique, je vais être tenté, effectivement, de mettre le doigt sur le filet, et dès que ça vibre quelque part, je vais aller m'intéresser à ce qui se passe. Maintenant, globalement, tout est extrêmement cher sur les actions. Donc pour l'instant, et si on se dit que pour faire monter encore plus les actions et les obligations, il faut créer encore plus d'argent, ce que l'on va faire, il n'y a pas d'autre alternative à mon avis que les métaux précieux. Parce que tout le reste, c'est du vent. L'or. Métal précieux, or, argent... et peut-être le platine, parce qu'il y a des applications industrielles et que le platine est très très bas. Ah, si ça c'est pas volatile quand même, l'or, quand même, il y a peu d'actifs aussi volatiles que l'or quand même. Ah bah, excusez-moi, mais enfin, regardez le pétrole, divisé par 3, 3,5, multiplié par 2, encore moins 40 derrière. Donc c'est par défaut, quoi. Quand je me compare, je me rassure, et l'or pour le coup, ça vous rassure. Non mais, quand on crée de l'argent à partir de rien, bon, ça fait des bulles d'actifs, on le sait, mais quand on crée de l'argent à partir de rien, la seule chose qui n'est pas endettée et qui ne peut pas être multipliée en appuyant sur un bouton ou par un discours qui plaît au marché, ce sont bien les métaux précieux. Et c'est pour ça que la Chine, que la Russie et d'autres pays en accumulent. Mais ce sont certainement des idiots. Philippe Béchat, chaque semaine avec nous et son franc-parler. Merci Philippe pour la bourse au quotidien, les éconoclastes, et Sébastien Corchia pour Mescart. Voilà, deux visions du marché, de regards croisés qui se complètent, c'est l'idée dans Intégral Placement chaque jour dans ce face-à-face. Le CAC 40 gagne 0,28%, 4543 points.